dans le 8. Où tout bouge, où tout bat. Histoire est là, dans le 8. Ça tape, ta 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 ta. Dans le 8, 3. Il y a des rencontres qui vous changent quelque chose à l'intérieur de vous-même. Pas de manière fracassante, non, plutôt comme l'eau qui creuse la roche, doucement, sûrement. C'est exactement ce que moi j'ai ressenti le jour où je suis allé frapper à la porte d'Alain, un homme très discret, un retraité, installé dans la région du Var, dans son petit village de Tours, que peu de gens connaissent d'ailleurs. C'est un homme qui ne se réclame d'aucun titre, qui hésite même à se dire artiste. Et pourtant, derrière l'objectif de son appareil, il y a une philosophie entière, un regard sur le monde qui ralentit, qui questionne, qui touche en profondeur. Alain photographie ce que la plupart d'entre nous ne prennent pas le temps de voir. L'ombre derrière la lumière, le silence entre deux mots, la force invisible des petites choses. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est pas une masterclass, mais c'est quand même mieux que ça. C'est la conversation d'un homme intègre et honnête qui a mis 40 ans d'expérience pour cela et toute son âme dans chaque réponse qu'il m'a donnée. Alors installez-vous bien, prenez quelque chose à manger et à boire, écoutez et laissez-vous toucher par son point de vue très personnel. Il faut y aller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons, ou devrais-je dire, je suis accueilli. Donc, Alain, j'espère Bonnet, mais je crois qu'il y a un prénom en supplément que j'ai raté. Non, Ça va? ça suffit, ouais. Ça suffit. Alain Gisbert Bonnet, un homme qui a passé une grande partie de sa vie à réparer des circuits électriques. Ouais. Et à maîtriser, avant de découvrir apparemment une vraie force, c'est peut-être de savoir ce que c'est que la lumière et savoir faire la lumière, puisque du coup, les deux métiers se rejoignent quelque part. Alain, merci d'être avec moi, merci d'être avec nous, pour les auditrices et les auditeurs qui t'écoutent. Je suis venu à toi et tu m'as agréablement surpris parce que tu fais un nouveau projet. Et tu m'as dit, ben viens, on va en parler. Et tu m'accueilles donc dans ton environnement à toi, chez toi. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, je voulais savoir si effectivement ce projet que tu vas établir là bientôt, on pourrait un petit peu mieux en discuter parce qu'il me semble que ton sujet, qui est la photographie, c'est quelque chose que tu as bien longtemps expérimenté, mais on ne te connaît pas beaucoup. Tu es dans le Var, tu es dans le petit village de Tours, qui est non loin de Saint-Maximin, donc entre Saint-Maximin, attention parce que c'est pas la même chose, Saint-Maximin et Brignoles, à ce petit village de Tours, là apparemment tu passes tes journées tranquillement parce que tu es quand même quelqu'un qui ne travaille plus, tu es à la retraite. Je suis à la retraite, ouais, déjà depuis quelques années. Et est-ce que tu peux un petit peu nous présenter ta bio, comme on dit maintenant, hein, ton chemin de vie? Est-ce que tu as été dans cette idée de faire de la photo depuis longtemps? Depuis combien de temps? Est-ce que tu as passé... La photo, oui, ça m'a piqué. J'avais une vingtaine d'années. Donc, en calculant, ça fait déjà 40 quelques années. Et les brouettes. J'avais acheté un appareil argentique à l'époque, parce qu'il n'y avait que ça.
Et puis, quand on démarre dans la vie, on se retrouve très, très rapidement un problème, budgétaire et heu et donc j'ai abandonné la photo pendant, une vingtaine d'années. Donc Jusqu'à l'ère du voilà, numérique. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Effectivement. En fait, on est on est parti avec ma femme, au Vietnam. J'ai emporté mon argentique, mon appareil photo et puis, voilà, en «documentant» entre guillemets mon voyage, mon premier voyage, parce que c'était mon premier voyage, au Vietnam. C'est la terre de mes origines. Heu voilà, le virus m'a ressaisi et ensuite, en rentrant, donc j'ai fait développer des photos, on a classé ça. Bon, c'était photos, souvenirs, quelconques, on va dire, de monsieur tout le monde mais le virus, voilà, la fièvre a commencé à grimper, je suis passé en numérique, avec l'avantage du numérique qui est quand même, extraordinaire, c'est qu'on peut expérimenter, à loisir. Autant en argentique, j'avais un petit calepin et puis je marquais, leur ouverture temps, vitesse temps, autant en numérique, tout est dedans et puis quand on essaie de comprendre, ça facilite beaucoup les choses et puis cette, faculté de pouvoir expérimenter et se dire, «Si je faisais ça, si je faisais comme ça, si je me mettais là», voilà et voilà, j'ai progressé. Je pense avoir progressé. Je suis rentré au club de Tourves, au club photo et puis l'avantage d'un club, c'est qu'on rencontre, tout un tas de questions auxquelles, on n'avait jamais été confronté et pour peu qu'on veuille, réfléchir et trouver une solution, du coup, on progresse, je pense, plus vite. On apprend plus de choses, voilà, on résout plus de problèmes. Et ça permet d'emmagasiner des trucs et des astuces dans la tête. Alors on se dit, «Ouais, mais ça je m'en servirai jamais, parce que je fais pas c'est pas mon style de photo» et puis un jour, on se dit: «Bah, tiens, cette technique-là qui était pour du portrait, on peut très bien s'en servir dans la rue» et puis, lire la lumière, c'est que ce soit du portrait, du paysage, ou de la macro, on faut savoir lire la lumière. Merci déjà pour ce point de vue. Alors là, sur l'ensemble, tu nous as précisé qu'il y a eu, ce passage de l'argentique au numérique et au final, dans cette, description que tu établis, j'ai senti que tu as choisi de commencer, comme ça naturellement par l'argentique parce que c'était l'époque. Mais qu'est-ce qui fait que toi, l'intérêt de la photographie est arrivé? Alors du coup, parce que tu étais quand même déjà en train de travailler normalement, tu faisais, ton travail à l'EDF, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Et de ce fait, tu as eu une approche, qui venait de quelqu'un qui t'a un petit peu inséré dans l'amateurisme, de la photographie ou? Non, du tout, du tout, du tout. C'est en fait, heu, si tu veux et je pense qu'on a dû tous faire cette expérience, c'est que, souvent enfin à l'époque, c'était des diapositives. On dans notre génération, on est tous tombés sur une famille où il fallait se taper, 1 heure et demie ou 2 heures de projection de diapositives, heu, qui étaient, des souvenirs, très, très personnels et où dans lequel, le spectateur a du mal à rentrer et quand j'ai vu mes photos, mes premières photos de Vietnam, voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai eu et j'ai dit: «Je ne veux pas infliger ça à mon entourage». Donc si quelqu'un veut regarder, il regarde, mais je n'imposerai jamais de dire, «Tiens, viens, on passe la soirée à feuilleter l'album», voilà et c'est pour ça que j'essaye de raconter des histoires qui soient, un petit peu plus universelles que du souvenir ou que du selfie, devant, moi devant, la grande pagode, moi devant le barrage, moi devant la cascade. J'essaie de raconter, quelque chose
où chacun puisse projeter ses propres émotions, ses propres souvenirs pour qu'il s'approprie cette photo-là, quoi. D'accord. C'est pour ça que je réfléchis trop, peut-être. Possiblement, c'est une manière d'être un exutoire, la photographie, à cette réflexion un peu trop intense qui est à l'intérieur de nous, une façon d'exprimer sans les mots. Euh, ouais, mais les mots, ils sont venus cette année, enfin, c'est l'année dernière, ils se sont imposés, ouais. Et est-ce qu'on pourrait dire là sur l'idée que c'est aussi un peu la photographie qui t'a adopté? Parce qu'en même temps, tu as choisi d'y adhérer, mais est-ce que là, t'es pas en train de nous un petit peu nous suggérer qu'il y a comme une sensation où tu es dans un espace particulier que la photographie apporte en fait et que tu es embarqué dans cette philosophie de la photographie un peu plus, pour certains on dirait élitiste, mais peut-être pas, juste un peu plus réfléchi. Ouais, je crois que j'ai la peur d'ennuyer les gens, ouais. C'est pareil là. Donc, effectivement, je réfléchis beaucoup trop, ouais. Et alors, si, tu as eu l'occasion de faire beaucoup de photographie, tu as eu sûrement l'occasion de faire des expositions, à titre, personnel, associatif ou dans des organismes, Oui, alors la date, je sais plus. Mais la première, ça a été, une exposition collective, on va dire, à Cavalère, avec un groupe de photographes ça s'était aggloméré sous forme d'un collectif et on a occupé, une partie de l'été, la médiathèque de Cavalère, qui est une très, très grande salle et ça a été ma première exposition. tu as eu quel sentiment? Tu te souviens peut-être, un peu de stress et de Oui, le stress, c'est sûr, le sentiment de ne pas être à ma place, oui, ça, c'est certain. Hem, et et dans l'idée de pas être à ta place, je le questionne parce que quand même, c'est la photo qui te dit: «Bah, installe-toi, tu es à ta place». Mais au regard des autres photographes, tu as quand même ce regard-là différemment de toi-même, en fait. non, c'est je sais pas comment expliquer ça. C'est, en voilà, c'est pas moi qui ai enfin, quand on m'a demandé de rentrer dans ce collectif, on m'a demandé de proposer une série de photos et comme c'est un peu ma marotte, j'essaye toujours de travailler dans une série parce que, heu, j'ai l'impression de une photo réussie, c'est à la portée de pratiquement tout le monde maintenant, entre les appareils qui font la mise au point, les automatismes. Bon, un coup de chance, ça peut arriver et quand on commence à travailler sur une série, ça veut dire qu'on a été capable de sélectionner, de faire un cheminement, d'avoir sans être prétentieux, une pensée, de cohésion et de se placer non plus en tant que photographe, mais en tant que spectateur. Est-ce que, ça c'est lisible? Est-ce que voilà? Et et c'était ma première expérience, donc déjà j'ai été surpris d'être sélectionné par le collectif. Bon après on a fait l'exposition où, le retour des visiteurs a été, très, très touchant. Et tu as un petit souvenir de quelqu'un qui particulièrement qui t'a exprimé, son émotion par rapport à ce que tu as fait? Alors Après, j'en ai pas parce qu'à l'époque, on faisait encore des livres d'or et il y a plein de témoignages d'enfants voilà, qui laissaient des petits mots, des petits cœurs, des petites fleurs, des trucs, voilà, touchants. Moi, c'est pas des l'emphase, ça me touche pas, je suis plus touché par, ces petits gestes-là. et donc finalement là, tu m'indiques que tu collabores avec des associations. Tu fais partie de quelle association ici? Donc là, je suis avec Objectif Photo, avec lequel on a monté pendant, plusieurs années, des rencontres photos. Heu,
Après la présidence et le Covid a fait que, bon, il y a eu chamboulement. Puis après, c'est très difficile de remettre sur rail quelque chose qui tournait. Quand il y a une interruption, il y a de grosses interruptions et c'est très compliqué de remettre en place. Et après, je suis aussi avec les clichés de l'aventure. C'est le nom, hein, c'est le cliché. Les clichés de l'aventure, ça s'appelle, qui est basé à Manosque, qui est une association qui monte des expositions et qui essaie de promouvoir la photographie. Donc, on organise c'est pas des stages, c'est des ateliers, on va dire. Des ateliers d'initiation. Alors, on va de l'enfant de 6-7 ans jusqu'à l'adulte qui a un petit truc en plus. Et voilà, donc Là, de ce fait, c'est une autre approche aussi du contact relationnel. Et est-ce qu'il y a des échanges qui s'opèrent qui te semblent importants? oui, parce que ces enfants, assez souvent, on les revoit d'une année à l'autre. Et on s'aperçoit que malgré le fait qu'ils soient très dissipés, bon, on n'est pas en classe, quoi, on n'est pas là à être directif. Donc ils sont dissipés, ils parlent, ils rigolent, voilà. Mais on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, eh ben, il y a les trucs qui restent. La façon de tenir l'appareil, les boutons, le zoom, le dézoom, la lumière, les réflecteurs, tout ça, ça reste. Et puis quand il y a un adulte qui est dans son monde et on cherche une clé, quelquefois on la trouve et ça c'est... De ce fait, tu es en train aussi d'expliquer là que par rapport au monde actuel qui est toujours à faire des choses trop vite, penser qu'à soi-même, à sortir le côté égoïste un petit peu trop fort, c'est aussi important d'avoir ces liens au travers des associations de manière générale. Et est-ce que tu penses que du coup, la photographie, c'est aussi une autre approche qui montre que bah, il n'y a pas que l'égoïsme dans la vie? Hmm. Dans mon livre, j'ai un passage où je raconte que la photo, en fait, c'est une clé qui permet d'accéder un peu plus facilement à l'autre. Il y a des clowns qui font le pitre. Il y a des journalistes voilà, qui en font des tonnes. Et puis voilà, moi, c'est ma façon de dire tu es quelqu'un d'important, je te regarde. Et voilà. La photographie, de ce fait, c'est vraiment une qualité d'expression que tu n'as pas trouvée ailleurs finalement, que ce soit de la peinture, la musique. Tu penses qu'il y a là vraiment le côté artistique qui te convient et qui conviendrait à d'autres personnes au final? Je ne sais pas si je suis artiste. Je me classerai pas artiste. Mais ouais, j'ai besoin de, de faire les choses pour quelque chose. Voilà, j'en reviens au livre parce que comme ça va me permettre de. Oui, c'est ma clé, c'est ma façon de dire, voilà, j'ai perdu mon idée. Bah, reprenons par exemple dans l'idée de ton livre. D'ailleurs, on va peut-être rappeler l'intitulé. Il s'appelle Fort Fort comme l'eau. comme l'eau. Fort F-O-R-T. Mm. Et alors, beaucoup de personnes qui, au premier regard, vont passer sur ton annonce de publication. Est-ce que ça va les interpeller ou est-ce qu'ils vont simplement penser que c'est des simples photos de rivières et de vagues? Ou est-ce que tu nous dis que l'eau, c'est aussi une métaphore dans laquelle il faut un petit peu s'intéresser à autre chose? Et pourquoi avoir choisi ce titre, d'ailleurs? Est-ce que, du coup, il y a pour toi une volonté de dire
n'allez pas que regarder le titre, allez voir derrière parce qu'il y a autre chose. Ouais, je pense que il y a beaucoup de... Oui, déjà, allez voir le mec qui est caché derrière l'objectif. Non, je plaisante. Non, non, fort comme l'eau, c'est parce que c'est quand même un élément, on ne veut pas dire qu'il est capable de tout, mais bon, il est capable d'être dans l'incendie, il est capable de prendre la forme d'une bouteille, il est capable de rencontrer des rochers, et puis ben, il les contourne, et puis si ça suffit pas, il va le percer. C'est un truc qui est tout mou, qui est tout insignifiant, que même plus personne ne fait attention, et pourtant, sans eau, il n'y aurait pas de vie, quoi. Si joliment dit, effectivement. Donc, si j'essaie de rebondir un peu sur ça, c'est que tu nous expliques que là, l'eau a une force invisible, là, vraiment, derrière tout ça. Invisible et visible, parce que quand ça corrode le meilleur acier qu'on a fabriqué, c'est visible. Non, mais dans le sens où notre vie, avec un grand V, elle est basée sur des petits riens, quoi. Oui. Donc, en fait, par rapport aux habituelles personnes qui font des clichés à tout va et qui veulent des images spectaculaires, des paysages époustouflants, là, du coup, tu proposes vraiment une autre approche qui est de montrer un petit peu avec courage, parce que c'est pas évident, hein, de dire, voilà, je vais pas aller dans le sens où tout le monde va. Il faut s'intéresser à autre chose du gros démonstratif. Les choses peut-être plus discrètes, presque invisibles, sont parfois plus intéressantes encore. Je dirais pas qu'il faut. C'est ma façon, moi, de regarder le monde. Euh, parce que je me dis que la tour Eiffel, ben, elle a été photographiée sur tous les angles. Est-ce que ça vaut le coup que je prenne le TGV, traverser la France, me foutre devant la tour Eiffel, faire un selfie pour dire j'y étais? Oui, moi je sais que j'y étais. Et j'ai pas besoin de dire aux autres voilà, j'y étais. C'est moi, c'est pas une obligation. Chacun ressent comment il fait son chemin. Juste, voilà, j'ai pas envie que celui qui regarde ma photo, ben, il voit une énième tour Eiffel. Ou un autre. Parce que voilà, c'est fait de publicité pour les Parisiens. Donc, il y a une petite subtilité sur laquelle, juste pour à savoir identifier un petit commu, pour afin de mieux connaître un petit peu tes sensations. Du coup, tu nous montres qu'il faut parfois même perdre contrôle sur la maîtrise des choses, en fait. Et finalement, si tu proposes ça dans un peu la lecture de ton livre, est-ce que par hasard, c'est aussi ton cheminement que tu as eu toi? C'est-à-dire qu'en fait, la vie t'a peut-être un peu appris ça, ta façon d'être, au regard de la vie de manière générale, de dire, lâche un peu certaines choses et puis regarde avec un autre œil finalement. Ah, ah, C'était là, il y en a pour longtemps. Non, si tu veux, alors, je reviens au livre, parce que peut-être on arrive mieux à comprendre. C'est un jour, on était, ma femme et moi, on a rencontré un moine thaïlandais. Et bon, on a discuté, on a échangé, tout ça. Et puis, vers la fin de la conversation, il nous a regardé et puis il nous a dit pourquoi voyagez-vous? Mmh. Et là, ça a été le grand silence, parce que je ne savais pas. Et je pense que cette question-là, si je te la pose, Jérôme, quand tu fais des voyages, est-ce que tu sais pourquoi tu voyages? Et la plupart des gens à qui j'ai posé la question, ben, en fait, c'est toujours pareil, quoi. C'est pour visiter, c'est toujours un voyage extérieur. Mmh. Et dans le bouquin, en fait, enfin, je montre. J'essaye de montrer ce qui s'est déplacé en moi
pendant les voyages, parce que là, c'est condensé sur une région, mais en fait, c'est tous les voyages qui font que chaque rencontre, chaque situation, chaque inconvénient, chaque anecdote, ça déplace quelque chose en soi. Et voilà, bon, moi j'ai pris conscience, et s'il y a une ou deux personnes qui arrivent à prendre conscience de ça, que le voyage, c'est pas simplement parcourir une galerie comme une galerie marchande, lécher les vitrines, voilà. C'est que quand on a une confrontation avec l'autre, on s'enrichit mutuellement. Et de ce fait, de cette expérience photographique, peut-être on peut essayer de toucher un peu à ce que tu as pu rencontrer, aussi l'humour dans l'image, ou l'humour de la vie que tu as photographié. À des exemples qui sont bénins comme ça, mais que toi-même tu as photographié quelque chose en disant ah ça c'est sûrement une œuvre d'art, et en fait c'était juste un vulgaire pylône de lumière dans la nuit. Est-ce que c'est aussi une comment dire, l'image elle est là sans forcer, mais il y a aussi autre chose. Il y a un sentiment et parfois de l'humour notamment. Est-ce que tu es arrivé à joindre les deux de ce fait dans tes photos? C'est compliqué. C'est compliqué de se juger. C'est impossible. Parce que mon humour, il n'est pas universel. Donc, je vais peut-être toucher certaines personnes et puis pas d'autres. Ouais, j'essaie, voilà, c'est ça. J'essaie de faire des photos dans lesquelles on puisse au moins lire une histoire. Après, chacun va l'interpréter avec son propre passif, avec ses propres actifs, avec ses souvenirs, avec ses peurs, avec ses craintes, avec son éducation. Et là, je ne suis pas maître. Moi, dans la photo, j'ai essayé de mettre une grand-mère qui soit une grand-mère, pas grand-mama, hein, une grand-mère au sens écriture, qui soit le plus lisible possible, avec les éléments qui sont sur le terrain. Et puis bon, après, oui, peut-être qu'il faut que le spectateur accorde un peu plus de 30 millisecondes à observer la photo. J'en ai une cette semaine, c'est arrivé cette semaine. J'ai posté une photo d'une cage, genre cage à chatons, dans lequel il y a un singe. Le singe, il a ouvert la porte et là, il a une laisse, donc qui est attachée à l'extérieur. Donc je l'ai saisi à ce moment-là, juste au moment où il ouvre la porte et il sort. Et donc ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, l'arrière-plan, en fait, on est devant une bijouterie. Et les bijouteries thaïlandaises sont avec des barreaux pour éviter les cambriolages, bien sûr. Et donc, il y a des humains qui sont dans la cage. Et bon, dans le lot, il y a quand même des gens qui ont remarqué cette juxtaposition, cette lecture-là. Il y en a plein qui ont dit « Oh, pauvre singe, ils ont oublié qu'il y avait les humains derrière, ou qu'ils ne sont pas vus, ou qui... » Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est plat, il n'y a qu'une seule dimension sur une photo, mais ça ouvre des questionnements, et voilà, j'aime bien que mes photos puissent avoir une ou deux ou trois lectures possibles. Oui, donc tu as l'idée qu'effectivement, il y a un besoin de plus d'attention dans la vie, et si on peut commencer par les photos que tu proposes, c'est déjà pas si mal. Merci. Alors, dis-moi, pour le livre,
Hem, est-ce que c'est, parce que là, on est vraiment sur l'objet en lui-même. Est-ce que c'est qu'un objet? Est-ce que tu penses que les gens vont le prendre que comme ça? Est-ce que ça te chagrinera que justement ils ne le prennent que comme ça? Ou est-ce que du coup, par exemple, si moi je l'achète, est-ce que je vais, aussi apprendre à faire des ricochets sur l'eau grâce à ton livre? Il y a une démarche de tutoriel, c'est la D'abord, mode. d'abord, tu vas supprimer le si, tu vas l'acheter. Ah oui, avec plaisir. Non, 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 euh, ça s'appelle fort comme l'eau, mais ça n'a rien à voir avec l'eau dans le sens matière. Mmh. Ça parle pas de mer, ça parle pas de rivière. C'est vraiment la métaphore de, la, de la capacité d'adaptation de l'eau. Après, oui, c'est un objet parce que j'avais envie. Parce qu'en fait, c'est un livre, c'est chaque, on va dire, pratiquement 90% de pages, c'est photo, texte. Et la photo répond au texte et le texte fait l'écho à la photo. Avec des lectures qui sont complètement, pas complètement, mais différentes. Mmh. Donc le texte ne va pas, c'est pas la légende de la photo. Et la photo n'illustre pas forcément le texte. C'est des réflexions, bien souvent c'est des questions. C'est des questions que je me pose. J'ai pas trouvé vraiment pas tout le temps des réponses. Voilà, si ça permet à une ou deux personnes de se poser des questions, Mmh. voilà, ça me suffit. Bon, malheureusement pour le livre, ça suffira pas, mais il en faut plus que ça. Mmh. Mais c'est un problème de commerce, ça c'est pas dans le livre. Mmh. Euh, Sinon, en fait, il est né. Nous sommes allés dans une région qui est pas touristique. Euh, et on a eu la chance de pouvoir prendre un bateau qui nous a amené de ce petit village jusque à une ville. Et la descente a duré 3 heures. Et donc, tout au long du parcours, donc on a traversé des rapides, on a traversé des endroits calmes, on a traversé des forêts, on a traversé des endroits où on se serait cru de l'autre côté du monde. Euh, il y a plein d'images qui sont venues dans ma tête. Et le soir, quand je suis rentré, j'ai tout noté. J'ai tout noté pour moi, quoi, parce que j'avais été vraiment touché par cette rivière, parce que on nous a raconté que dans l'hiver, là, il y a eu une crue centenaire, la rivière, où il y a des endroits où le bateau touchait le fond, Mmh. et ben, l'eau, elle était 12 mètres plus haut. Et on est passé devant des maisons qui étaient pratiquement en train de tomber dans le cours d'eau, quoi. Et voilà, ça m'a bouleversé parce que euh, la plupart des gens à qui j'en ai parlé m'ont dit que c'était la colère de la nature. Et je me suis dit, non, c'est pas la colère de la nature. La nature, elle se mange de rien. C'est juste que la prétention humaine, elle se place bien au-delà de la nature ou de l'eau. Et symboliquement, je trouvais ça très fort. Et ensuite, voilà. C'est à partir de là, comme j'avais commencé à noter, je notais quand j'avais un truc qui me touchait, un truc rigolo, un truc, voilà. Et puis, comme ça, petit à petit, ça fait des briques. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a un fil narratif qui se dessine sur l'ensemble de ces anecdotes. Elles ne sont pas chronologiques,
mais voilà, je me suis aperçu que je parlais de déplacement intérieur et non pas de déplacement extérieur, alors que j'étais en train de me déplacer. Et je trouvais cet angle-là, voilà, je ne l'avais pas encore vu. Ça m'a amusé. Ça m'a permis de clarifier des choses dans ma tête. Et puis voilà, donc ces petites briques-là ont fait ce livre. Et l'avantage, c'est qu'on peut le prendre et puis l'ouvrir et puis lire une page et puis le refermer et l'histoire, elle est finie. La question est toujours là. Et tu prends le livre le lendemain, tu ouvres une autre page et puis tu auras une histoire. Quelquefois, elle est amusante, quelquefois, elle est touchante, quelquefois, elle remue. Et à la fin, bien souvent, tu te retrouves face à une question et une question que je me pose, voilà. Alors, dis-moi pourquoi tu fais le choix, peut-être tout à fait naturel, parce que tu es quand même presque celui qui est de l'école classique, on va dire, parce que c'est l'argentique. Pourquoi tu as fait le choix d'un livre papier et de ce fait, Justement parce que je pense que c'est l'objet qui va faire que tu vas l'avoir là, comme ça, sur le coin de la table, et l'ouvrir au hasard, et voilà, et lire un truc qui va te sortir de ton monde, j'espère, qui va, voilà, qui va peut-être t'émouvoir un petit peu, te faire sourire. Tu le refermes, et puis voilà, 2 jours après. Ça, c'est pas possible en dématérialisé. Je crois que dans une liseuse, on peut pas ouvrir une page au hasard. On peut pas feuilleter de la dernière page vers la première. On peut pas se laisser émouvoir par cette espèce d'éventail là. Et on voit les couleurs qui surgissent comme ça. Et ça, je trouve que c'est beau, quoi. C'est ce petit geste de rien. Bon. Et voilà, moi, ça me touche. donc de ce fait, là, tu as fait un choix d'aller faire une publication, avec, une aide, communautaire, Oui, gens que tu ne connais pas et tu as choisi la plateforme Ulule. c'est ça, ouais. Le projet Ulule, c'est, donc je rappelle, pour financer un livre de manière générale et d'autres projets, mais c'est aussi pour valider une idée finalement, que l'invisible, a donc de la valeur. Oui, c'est parce que bon, pour avoir un prix correct, il faut en tirer un certain nombre. On est tous au même point. Voilà, j'ai pas encore gagné à l'euro-million ni au loto. Donc je peux pas me permettre de faire publier une centaine de bouquins sur mes propres deniers, quoi. Ça serait pas raisonnable. Et puis, c'est mon premier livre. C'est, quand je l'ai écrit, je trouvais ça tellement atypique, tellement, ouais, hors convention, que je me suis demandé s'il y avait un public. Et donc voilà, je me suis dit, après je suis tombé sur un article par hasard, ou par chance, ou c'est peut-être pas du hasard. Enfin bon, voilà, un truc, une publicité Ulule qui expliquait que ça servait à faire un financement participatif sur un projet quelconque. Et puis voilà, je me suis un peu penché dessus, et ben, j'ai dit oui, c'est peut-être une solution. Parce que celui qui précommande, il perd rien, je ne perds rien, et tout le monde est gagnant. Si on est suffisamment nombreux, ben, ça se fait. Et puis si par malheur ça se fait pas, ben, c'est que ça va pas se faire, quoi. Mais personne perd de plume. Et à la fin, pour ceux qui l'ont acheté, il y a comme une sorte de petit compagnon, de poche, parce que on ne sait pas quel est le format que. Ce sera un format A4, Mmh. donc déjà pas mal pour les photos.
Voilà, j'ai fait une mise en page qui est assez aérée, qui, d'après moi, est facile à lire comme ça. Peut-être avec un peu plus d'attention si on veut vraiment. Mais les premiers lecteurs m'ont tous dit qu'ils avaient été touchés et émus par le texte et par les images. Peut-être que je tapais juste. Allez, faisons un petit exercice en jouant un peu. Est-ce que tu veux, par exemple, bien essayer de me donner, si ce livre, donc tu le transformais en tant que personne, tu lui donnes une image de personne, comment pourrais-tu décrire ce livre? Ou comment pourrais-tu décrire cette personne? Je te donne un exemple. Est-ce que ce serait ce livre-là la représentation d'un vieux sage qui fume sa pipe en train de regarder un nuage passer, par exemple, ou bien c'est simplement un enfant qui court après une bulle de savon, par exemple. C'est un vieux sage qui fume pas et qui court après la bulle de savon. Non, oui, l'idée du sage, mais ce qui m'embête le sage, c'est que on associe ça à des enseignements, des obligations à penser comme je suis sage, donc voilà. Ça me gêne. Assis devant le nuage et à se demander pourquoi le nuage a cette forme et pourquoi il va dans ce sens et pourquoi il est blanc ou gris ou orageux, ce serait plus ça. Ouais, j'essaye de répondre à la question première du livre. Pourquoi voyagez-vous? J'essaye de répondre à cette question tout au long du bouquin. Et en conclusion, si tu veux, je me dis que je voyage dans un pays, non pas pour dire j'ai fait ce pays, mais ce pays m'a fait. Voilà, tu as les premiers mots et tu as les derniers mots du bouquin. On a fait la boucle. Et alors, peut-on avoir quelque chose qui pourrait convaincre encore ceux qui sont hésitants, hein, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont envie d'essayer. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont sauter le pas et faire l'achat, d'après toi, de t'accompagner dans leur projet, de le publier, de le recevoir chez eux, parce qu'ils vont le recevoir chez eux, j'ai mis à pas pris directement à la poste. Ils ont une confirmation par email, parce qu'effectivement, ils doivent quand même contribuer via le... hein. Et tout s'est fait de manière tout à fait simple, efficace, reçu à la maison, chez soi, un cadeau. Voilà, soit c'est envoi postal, soit c'est à retirer ici à Tours. À Tours, donc directement, tout Ouais, oui, toi, oui, par parce que le biais de... comme ça, on aura un échange, on fera discuter, on fera... Ben, pourquoi pas? Et non, convaincre les gens, c'est un truc que je ne saurais pas faire, convaincre. Moi, voilà, il y a tout mon cœur, toutes mes tripes dans ce bouquin. Il y a toutes mes questions. Il y a quelques réponses, même pas. Ouais, non, une réponse, ça voudrait dire que j'impose quelque chose. Non, voilà, si on peut réfléchir un petit peu à pourquoi on voyage, déjà, on aura fait ce petit déplacement intérieur qui se fait quand on voyage. Alors, je finirai sur ces derniers mots, mais quel serait, d'après toi, la dernière petite question que j'ai à te poser, c'est par rapport aux photographes amateurs, étant donné que tu as une longue expérience derrière toi, et qu'il y a, malgré tout, encore de nos jours, des jeunes ou des moins jeunes qui sont intéressés à la photo, qui sont donc amateurs, mais débutants, et pas forcément des amateurs intermédiaires.
et avancer. Alors, pour toi, quel serait le conseil que tu pourrais donner à un photographe, d'autant plus que tu as connu les anciens appareils, les nouveaux appareils? Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces gens-là qui commencent? Et par exemple, je sais pas, du genre, ne vous prenez pas la tête, mais prenez quand même votre appareil. Euh, Moi, non, j'ai pas de conseil. Qui je suis pour donner un conseil? Euh, non, c'est que euh, profiter de toutes les occasions de parler photo et regarder ce qui s'est fait. Et puis, soyez curieux. Voilà, mais c'est des conseils de la vie. C'est pas des conseils photo. C'est même pas des conseils. C'est des portes ouvertes, ça. Eh bien, merci Alain, merci pour tout. Voilà, vous venez d'entendre Alain. Et moi, je repense à cette phrase qu'il m'a dite tout à l'heure, comme si c'était une évidence. Je ne voyage pas pour faire un pays. Je voyage pour que ce pays me fasse. C'est ça. C'est Alain. Un homme qui regarde le monde autrement, qui photographie, qui écrit pour poser des questions, pas pour imposer des réponses. Et justement, il a un projet entre les mains, un livre, un vrai, du papier, avec des photos et des mots, qui se répondent sans se raconter. Ça s'appelle Fort comme l'eau. Et ça vous ressemble, ça nous ressemble, j'en suis convaincu. Ce livre existe, si vous le décidez, il restera une quinzaine de jours pour rejoindre ce financement participatif sur la plateforme Ulule. Le lien est dans la description de cet épisode. Précommandez, soutenez-le et recevez l'objet chez vous. Parce que certaines choses méritent d'exister sur papier et ce livre-là en fait partie. Merci à vous d'avoir écouté et merci à toi Alain. À très bientôt pour un prochain podcast.